C'est un centre unique en son genre où l'on soigne ce qu'on appelle pudiquement les pertes d'autonomie physique et psychologique. Ici, les patients sont des policiers qui ont tout simplement craqué dans l'exercice de leur métier. Cette maison de repos pour flics surmenés a été créée par une association de policiers pour pallier les carences de l'administration. Une administration bien obligée de constater que le taux de suicide de ses fonctionnaires est 2 fois plus élevé que dans le reste de la population. Dépression, alcoolisme, tabagisme, consommation abusive de tranquillisants, ce sont quelques-uns des maux dont souffrent ces policiers qui sont arrivés au bout du rouleau. Marie-Monique Robin et Edgar Roskis ont recueilli des témoignages, vous allez le voir, d'une grande sincérité et d'un rare courage. Je m'en vais au château du Courbat. C'est un établissement de santé fait pour les fonctionnaires de police qui sont un peu comme moi dans la déprime et dans le désarroi. Et bon, bah là, je suis admis pour faire une cure générale, quoi, parce que j'ai disjoncté, comme beaucoup de policiers. Et j'ai besoin d'être soigné là-bas pour essayer de récupérer ma famille et tout le monde, et aussi mon boulot dans de bonnes conditions. Parce que le stress et tout ce qu'on vit en permanence, quand on est comme moi, on le fait subir après à tout le monde et on perd tout. Il n'y a personne qui est à l'abri de tout ça, de toute façon, qu'on soit jeune ou vieux flicard. On vit tellement dans une société bizarre qu'on se met à devenir bizarre comme tout le monde, quoi. On peut pas être tout le monde. Je ne sais même plus à la limite qui je suis. J'espère revenir guéri. Et puis avec beaucoup de problèmes résolus. Le château du Courbat, au fin fond de la Touraine. Fondé il y a 50 ans par l'ANAS, une association de CRS syndicalistes, c'est le seul établissement de santé pour policiers actifs ou retraités de France. Reconnu d'utilité publique, il est agréé par la sécurité sociale. Ici, on soigne toutes les blessures, physiques ou morales. Ici, surtout, on apprend à briser le mur du silence, loin de la hiérarchie et de l'administration. Alexis. Dominique. Alain. André. Michel. Présent. Charles. Jean-Luc. Présent. Sébastien. Présent. Daniel. Présent. Michel. Présent. Jacques, il doit peut arriver. Vraiment. Dès son arrivée, chaque pensionnaire est reçu par un moniteur, un policier détaché par le ministère de l'Intérieur, bien souvent un ancien patient du Courbat. Dominique a 43 ans, il est sous-brigadier et père de 4 enfants. Et le 14 août, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier? Ouais, le 14 août, je suis rentré, j'ai un peu bu, puis une dispute a éclaté. Moi, j'ai été particulièrement odieux, j'ai insulté ma femme de tous les noms, je me souviens plus de tout, mais là, j'ai complètement disjoncté, quoi. Puis bon, bah, elle en a eu marre, elle a pris les enfants, puis elle est partie. À Drage, j'ai foutu toutes les affaires de ma femme dehors, et puis j'ai jeté de l'acide au-dessus. Et puis mon cousin de ma femme est arrivé, tout le monde est arrivé, et puis je me suis retrouvé au trou. Comme un ivrogne. J'ai voulu me suicider. J'ai récupéré, j'avais tellement honte. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris ma chemise et puis je me suis étouffé. J'ai tenté de m'étouffer avec. En plus, bon, bah, quand je me suis présenté le 1er septembre, on m'a dit bon, bah, on ne peut pas t'armer et te laisser travailler dans cet état-là. J'aurais dit, bah, c'est là que j'aurais dit, de toute façon, j'ai dit au médecin d'administration, puisque j'ai attendu par le médecin d'administration, que bah, de toute façon, j'avais décidé de venir ici. Le fait de venir au Courbat, c'est quand même pas évident. Bon, au Courbat, bah, ça y est, on va se faire mitrailler par les collègues, on va se faire fusiller. Ah, t'as vu, celui-là, il est allé, c'est plus un bon, ou alors c'est pas un bon. Et puis aussi notre hiérarchie, parce qu'on se dit, comment je vais être considéré après.
Rares sont les policiers du Courbat qui, comme Dominique, ont accepté de témoigner. La majorité a refusé d'être filmée, par pudeur, mais aussi par peur des représailles. À 48 ans, Daniel a décidé de tout déballer. Soigné pour une rechute d'alcoolisme, c'est son 2e séjour au Courbat. Je suis entré dans la police en 1974, je suppose que c'est un vieux rêve de gosse. Bon, d'abord, mon père était lui-même policier, et j'ai pas fait de brillantes études dans la mesure où même en passant le certificat d'études, j'ai raté, donc j'avais pas grand-chose à faire, d'autre que de travailler dans les caves, puisque je suis de la région de Champagne, et d'être tout bêtement un ouvrier. Quand j'avais une ambition quelconque, mon père me répondait t'as qu'à être flic, de toute façon, il faut être grand, fort et con. Hein, et j'avais donc toutes les capacités pour réussir dans cette profession. Quand j'ai été nommé officier de police judiciaire au bout de 2 ans, j'étais dans un petit groupe de brigades criminelles. Mon travail a consisté à faire des dizaines et des dizaines de suicides et des dizaines d'autopsies. Quand on arrive sur une découverte de cadavre, il faut absolument déterminer s'il s'agit, oui ou non, d'un suicide ou d'un homicide volontaire. Or, pour déterminer ça, le cadavre, il faut le manipuler. Le cadavre, il peut faire 15 jours, il peut faire 3 semaines, il peut exploser. On le met complètement nu, on vérifie s'il a eu des abus sexuels, on va jusqu'au bout, jusqu'à l'anus, et là on a le cadavre dans son entier. Là où je suis actuellement, on a un funérarium, on a une table, et c'est nous qui devons tout mettre sous scellé. C'est-à-dire que là, on a les bocaux, c'est nous qui mettons le cœur sous scellé, qui mettons le cerveau sous scellé, qui mettons toutes les viscères. Effectivement, quand je rentre, j'ai cette odeur de cadavre sur moi, dans les narines, qui se colle aux parois des narines. On a une odeur très particulière qui est là, qui est toujours collée à vous. Et effectivement, c'est une partie, là, ça fait partie d'un stress qui rentre, qui est là, qui est en soi, mais on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte à quel point on peut appréhender sa propre mort, sa future mort. Ma femme me disait, mais j'en ai marre que tu me racontes toutes ces histoires. Tu comprends, ça ne me met pas le moral, ça ne peut pas me mettre le moral. Mais si on ne peut pas en parler avec sa femme le soir en rentrant, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, tiens, je vais me mettre devant la télé, je vais me prendre un bon petit whisky, et puis je vais essayer d'évacuer tout ça. Et puis ensuite, on se dit, tiens, au lieu de prendre le petit whisky en rentrant, après avoir eu le cadavre, je vais me le prendre avant. Et puis ainsi de suite. C'est comme ça que ça s'accumule. C'est comme ça que ça arrive petit à petit. 30% des patients du Courbat sont soignés pour alcoolisme. Pour eux, le séjour est de 3 mois. Ils commencent par une conférence sur les maladies alcooliques. Allez, on va prendre ce que le Français moyen estime qu'il est bon de consommer, quoi. Un peu moins. Donc, on prend un apéro de 1 demi-litre de vin, midi, un demi dans l'après-midi, le soir, un apéro quand même. Ouais, au moins un apéro pour manger. Allez, plus 1 demi-litre de vin, on met. Le vin, ça fait combien de degrés? 12. Lionel Brieude est le fils du fondateur du Courbat. Commandant de police, il dirige l'établissement depuis 20 ans. Pour tous, c'est le patron, l'âme de la maison. À peu près la même quantité d'alcool pur. De toute façon, l'alcoolisation dans la police nationale, c'est l'alcoolisation comme dans l'ensemble de la population. Il faut savoir qu'en France, on estime à 5 millions le nombre de buveurs excessifs. Il est vrai que le métier de policier génère un stress particulier. D'abord, certaines formes de stress communs au métier de l'urgence. 80% des missions de police sont quand même des missions faites par les polices secours. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un type de consommation journalier? Ah là, j'étais à plus d'1 litre de vodka par jour. Moi, j'en étais à minimum une bouteille de whisky par jour. Enfin, nous, on avait un sous-marin. C'est-à-dire que les gars, lorsqu'ils rentraient de patrouille, ils s'alcoolisaient régulièrement avant de repartir en patrouille, quoi. Il y avait des bars dans les commissariats, là? Dans tous les commissariats et dans toutes les PJ. C'est Jox qui avait supprimé ça, mais c'était en fin 89. 89. Dans les années 70, les flics étaient presque tous systématiquement alcoolisés. Il faut le reconnaître, il faut le dire.
Mais les 3 services que j'ai faits, je vais vous dire que j'ai picolé partout, et à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je crois qu'il y a un très gros problème qu'il va falloir soulever aussi, c'est la responsabilité administrative, qui fait qu'elle se voile la face. C'est que je dis que l'administration se ferme les yeux jusqu'à ce qu'il y ait le pépin. Quelles sont les conséquences de l'alcool pour un policier qui travaille sur la voie publique? Les réflexes, beaucoup de choses quand même. Hein. Parce que la réaction, même on a un pétard, on a une arme, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un éclair, un grain de folie. Quand on a vraiment un coup, conduire par exemple une PS en urgence, quand les trottoirs commencent à se déplacer parce que le guidonne, c'est dangereux. Bien vu, bien. Dominique a effectué un premier séjour au Courbat en 1997. Soigné pour dépression, il a replongé. Fatigué? Oui. On en est où? Il y a eu des nouvelles dispositions vis-à-vis de la famille, quelque chose avec l'épouse? Et vis-à-vis du travail non plus? Pas de contact avec le... Si, j'ai reçu un PV. Un PV de quoi? Un PV d'ivresse. En l'ordre des choses qu'il faut régler, est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent prioritaires maintenant, monsieur? Il faut déjà que je puisse... Bon, il faut que je m'en sorte, c'est-à-dire que je puisse reprendre mon boulot dans les bonnes conditions, puis sortir d'ici avec des preuves tangibles pour ma femme, qu'on peut y croire cette fois-ci. Donc c'est un séjour pour vous, mais c'est un séjour aussi pour que votre épouse reprenne confiance en vous. Il n'y a plus de communication, là. Elle est rompue depuis combien de temps maintenant? Depuis 2 mois Bon, plus que ça. Depuis plus longtemps encore. Oui. Moi, j'ai peur pour les 2 petites. On l'a toujours dit. Parce que si on continue ce système éducatif-là, les 2 petits feront comme les 2 grands, c'est-à-dire rien. Enfin, mon fils ne touche plus à la drogue, plus rien, mais bon, ces petites conneries, il continue. La preuve, c'est que cette semaine, j'ai déjà eu des appels du lycée comme quoi il recommence à sécher les cours. Mais il ne faudrait pas qu'on se dise tout de suite aujourd'hui qu'on va tout régler pendant ce mois ou ce mois et demi, ou ces 2 mois, et qu'on va tout changer, et que tout va revenir comme avant, et qu'on va... Non, ça, je me doute. L'objectif, c'est de reprendre ses esprits, de reprendre un rythme de vie normal, de pouvoir à nouveau réfléchir, puis recommencer quelque chose ensemble. Après des études d'éducateur, Dominique entre dans la police en 1978. Il travaille au commissariat de Goussainville, en région parisienne, quand une agression bouleverse sa vie. En 97, j'ai commencé à sérieusement déprimer. J'ai été blessé par un jeune de 17 ans et demi qui voulait se barrer du commissariat suite à son interpellation. Il avait eu un accident de voie publique. Il conduisait une voiture qu'il avait empruntée à sa mère, puis il avait viré un jeune piéton sur le trottoir. Sa mère a téléphoné au poste pour avoir les coordonnées parce qu'elle était à l'hôpital pour essayer de faire pression sur la victime. Et je me suis retrouvé, quand je me suis retourné et que j'ai raccroché, face à son grand gaillard de 1m85 et 90 kg sur le dos. J'ai dû être opéré du dos, j'ai perdu une dent, j'ai cloison nasale à modifier. Et ça a joué sur tout. Ça a joué sur mon mental familial et professionnel. Et bon, on se sent plus le même, quoi. J'ai été paralysé cette semaine quand même avant d'être opéré. J'avoue que franchement, j'ai eu de la misère à reprendre. J'ai peur, je crains l'agression. Je n'ai pas envie quand même de me retrouver dans un fauteuil roulant. J'ai un poisson. Et il va m'embêter bien. Viens, bon. Je me suis senti largement soutenu par ma hiérarchie, mais là où j'ai pas été soutenu, c'est carrément sur le plan médical. J'avais chopé une petite hernie discale bien placée, qui m'a paralysé donc et qui a fallu opérer en urgence. 2 expertises concluent donc que mon dos c'est bien dû à l'accident de travail et aux nombreux coups reçus. Et le médecin de l'administration, lui, est passé au-dessus. Pour lui, une hernie discale, c'est maladif. Et gagner, je ne vois pas comment. J'ai fait un rapport au tribunal administratif, j'ai jamais eu de réponse. Il n'a pas suffi que je sois victime d'un tiers. Il faut aussi que je le devienne de l'administration. D'accord, merci. Il n'y a plus de vitamines. C'est que je suis guéri. On les met là. Alors, voilà, et bon appétit.
Merci vous également. Bonne soirée. Voici. Mais on va plus les donner, on a arrêté le traitement là. Il y a juste l'unexomine finalement. Oui, mais j'en ai plus. Je vous en redonne. Véronique, 33 ans, est gardienne de la paix à Paris. Mère d'une petite fille de 12 ans, elle est soignée pour dépression. Voilà. Séance de sophrologie avec la psychologue du Courbat. Alors, vous allez fermer les yeux. Vous vous détendez. Vous laissez passer les pensées qui vous viennent, sans les refouler ni les analyser. Votre langue est souple. Vos mâchoires sont desserrées. Et vous laissez retomber légèrement votre menton. Vous êtes bien, vous êtes calme, vous êtes décontracté. Et vous ressentez les énergies usées s'évacuer par l'extrémité de vos doigts. La difficulté du policier dépressif, c'est qu'il a déjà du mal à accepter sa dépression. Alors ça, c'est quand même... déjà, il y a un travail de préparation là, et d'acceptation qui est quand même difficile. Alors la dépression, il la reconnaît, je dirais, au fur et à mesure par la confrontation avec les autres, que ce soit en groupe de parole ou en entretien individuel. C'est difficile à accepter par l'image, de toute façon, qui est véhiculée dans la police, hein, une image de force, de véridité, et qui est un petit peu difficile à concilier avec la dépression. Les policiers, on peut remarquer quand même pour la plupart qu'ils ont une tendance un peu idéaliste lorsqu'ils ont choisi leur métier par vocation, ce qui est quand même assez souvent le cas ici. Et il y a comme un décalage entre cet idéalisme et puis l'image qu'on leur renvoie, qui est une image négative. C'est le prénom que mon beau-père. Ça me rappelle certains bons dimanches. J'en veux pas. Non. Non plus. Eh bien non plus. Oh. De toute façon, le mal du policier, c'est le mal de la société, c'est clair. Il y a le chômage, il y a les jeunes qui se rebiffent et je leur donne pas tort, surtout. Ils s'ennuient, ils sont dans des immeubles. Et que voulez-vous qu'ils fassent la journée? Ils se mettent en groupe. Alors on vole des voitures, on casse. Ils sont deux individus. On voit les voitures de police arriver, enfin en mettant une ou deux voitures. On est obligé d'appeler les renforts parce que 10 minutes après, même pas 5 minutes après, ils sont 30 ou 40 là. Qui tous entendent. Je pense qu'il n'est pas accepté par la société. Donc même une fois qu'il a quitté son uniforme, on dit bon ben ce mec-là c'est un policier. Tandis qu'un gars, une fois qu'il a quitté son bleu, on va pas dire tiens lui c'est le plombier. Non, lui c'est un pote, c'est tout. C'est pas un bleu de travail sur le dos, c'est un uniforme. Qui n'est pas toujours respecté. Parce qu'avant, bon, vis-à-vis d'un gendarme ou d'un fonctionnaire de police, le fonctionnaire de police venait ici. Bon, ben, je sais bien, en étant petit, ben, je voyais l'uniforme, j'avais peur. Maintenant, le petit bambin de 10-12 ans court toujours et puis essaye de m'attraper. Hein, ça s'arrête plus. Hein. Bah pour la personne qui est en uniforme, c'est sûr qu'elle n'est pas en sécurité. La majorité des fonctionnaires rentrent en civil. Il y a trop de danger. Donc non, c'est fini. La tenue, effectivement, je la laisse dans mon placard. Mercredi, jour des excursions. Pour Véronique et sa copine Chantal, venues se reposer au Courbat, c'est l'occasion de découvrir les châteaux de la Loire. Pour ceux qui sont en cure de désintoxication, un test de résistance aux tentations. Je suis rentré dans la police par vocation, donc à l'âge de 28 ans, tardivement, mais par vocation quand même. Parce que moi, j'ai déjà un frère actuellement dans la police qui est brigadier chef et ma sœur qui est gardienne de la paix. J'aime l'ordre, la discipline, j'aime ce qui est carré, j'aime les uniformes et je trouve qu'on fait un métier de prévention et bon, de répression également aussi. J'aime les missions de police secours, d'intervention. On traite les différents familiaux, on traite les personnes décédées, ça c'est moins amusant. On traite les accidents de voie publique, les bagarres, enfin
c'est très diversifié. J'étais affecté sur le 20e arrondissement que j'ai choisi parce que ce sont des quartiers très difficiles. Il y a énormément de cités, donc beaucoup de délinquance, et donc le travail est intéressant. Le problème, c'est les conditions de travail. On est en sous-effectif constamment dans les services. Et au niveau des moyens techniques, on n'a pas de matériel radio qui fonctionne correctement. Et bien souvent, quand on appelle des renforts, on ne nous entend pas parce que les radios ne fonctionnent plus. C'est très difficile de travailler avec ce genre de matériel. Il y a des quartiers où vous ne pouvez pas aller? Il y a des zones de non-droit, bien entendu. Il y a des zones où on se rend, nous, sur appel, et où nos radiodirectrices nous disent de faire demi-tour parce qu'ils ne veulent pas qu'on aille remuer justement ces cités, quoi. Donc nous, on est tout à fait d'accord pour y aller, mais en effectif suffisant, on nous empêche d'y aller, en effet, oui. En fait, je pense que c'est pour ne pas faire trop de vagues, pour qu'il y ait d'émeutes dans ces cités, justement. C'est frustrant et démotivant à la fois, parce qu'on se demande à quoi on sert. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être passionné pour continuer à faire ce métier. Quand on est une femme et qu'on arrive dans la police, il faut se faire respecter des collègues masculins et donc faire aussi ses preuves sur la voie publique. J'ai rencontré un problème de harcèlement sexuel avec un brigadier. Ça a commencé par des propositions, puisqu'il savait que j'étais seule avec ma fille, donc il a fait des propositions que j'ai refusées. Et ensuite, ça a été au niveau de mes services, je ne faisais plus que du statique devant des synagogues, des services, dit chez nous, de plantes vertes. Je me suis retrouvée à bitumer sec, quoi, tous les jours, hein. 6 heures d'affilée, sans boire, sans manger. J'ai donc écrit, j'ai déposé plainte pour harcèlement sexuel. C'est monté donc à la direction de la sécurité publique et je n'ai jamais eu de nouvelles. Je voudrais bien qu'il passe à l'IGS et qu'il soit sermonné, parce que chez nous, ça marche toujours, promotion canapé. Ça marche toujours, hein. Si tu veux une place au chaud dans un bureau à côté du patron, pas de problème, hein. Je sais, on m'a fait une proposition aussi, donc je pouvais être secrétaire particulière, habillée en tailleur, tu sais. Et puis voilà, quoi. Mais moi, je veux pas de ça. Moi, je resterai gardien de la paix s'il le faut toute ma vie, mais j'avancerai pas comme ça, quoi. Et il en est hors de question. Et je crois que j'ai commencé à déprimer à partir de là. On a tout le monde contre soi, les gardiens de la paix aussi, vos propres collègues. Ce sont des sujets tabous, hein, qu'il ne faut pas aborder. Regarde ici, il y a des couteaux. De guerre lasse, Véronique demande sa mutation dans un autre commissariat. Puis elle est victime d'un accident de voiture. Après 7 mois de convalescence, elle est affectée sur un poste de bureau. Jusqu'à ce drame qui a bien failli l'emporter. Je suis dépressive à la suite d'un événement douloureux pour moi. J'ai perdu un collègue, il était âgé de 26 ans. Il s'est suicidé d'une balle dans la tête avec son arme de service à son domicile. Et j'étais chez lui une demi-heure avant cet acte. J'accuse encore mal le coup. Je me suis culpabilisée de ne pas l'avoir senti dans cet état dépressif. Et j'ai encore du mal aujourd'hui à en parler parce que c'est dur quand on a un collègue qui décide d'en arriver à attenter à sa vie. Je me suis sentie complètement déprimée, complètement déboussolée. Et j'ai fait, c'est dur à dire, mais j'ai fait une tentative de suicide il y a un mois par absorption médicamenteuse. Daniel, tu viens, s'il te plaît? Allez, Daniel. À vitesse, comme c'est prévu. Sauve doucement, Daniel. Non, bouge pas le train. Vas-y. Je chauffe vraiment, alors. Ton respiration comme il faut. C'est bon, stop. C'est bien. Tu vois? Eh ben, c'est bien. C'est bon, Daniel. 0-0. C'est bien.
J'espère bien, oui. Oui, c'est Sinon, bon. ça sert à rien de venir. Hein. Vous faites ça après C'est bon. chaque excursion à l'extérieur? Oui, chaque sortie, c'est prévu. Celui qui est alcoolisé, c'est mise à fin de séjour pour non-respect du processus de traitement. Par contre, la porte n'est pas fermée. S'ils veulent revenir après, on les reprend sans problème. Nous sommes des anciens malades. Ouais. Ça fait combien de temps? 12 ans. Et moi, 10 ans. C'est vrai que Raymond, tu es le plus ancien ici, je crois, de c'est des moniteurs. Mais tu as trouvé ta vocation, parce que c'est vrai qu'il aide vraiment les autres, et qui sait de quoi il parle, et il sait qu'il est toujours susceptible de rechuter, et il lutte tout le temps, toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. C'est une lutte permanente. Parce que quand on est alcoolique, on l'est, point. Réunion de l'équipe médicale. À l'ordre du jour, le suicide. Les policiers détiennent le record national. De sources syndicales, 57 se sont suicidés en 1998, principalement avec leur arme de service. Mais impossible d'avoir des chiffres du côté du ministère. J'espère que dans les années qui viennent, on sera capable de dire, parmi les 800 personnes accueillies par an, combien on a eu de suicides. Oui, il ne faut pas l'occulter, ça. Tant et si bien que dans notre dossier d'accueil du patient, un dossier médical, on a un item, de toute façon, tentative de suicide, et on met oui ou met non. Si je compare moi, avec la population de la 20 ans et celle actuelle, bon, si on les, d'après ce que les collègues disent, encore une fois, nous on n'a pas d'appareil de mesure, mais d'après ce qu'ils disent, bon, la fréquence des tentatives de suicide est quand même importante. Je dirais comme ça de manière intuitive, et ça n'engage que moi, un tiers de nos patients qui sont des suicidants, ce qui va être énorme, mais c'est le chiffre qui me vient à l'esprit quand je l'évoque. C'est une question essentielle, s'il y a plus de suicides dans la police nationale que dans la population générale. Le suicide, je pense, malgré tout, c'est vrai qu'il y a aussi l'accessibilité à l'arme qui fait que quand on a un moment comme ça de passage à l'acte, évidemment, il est en général définitif parce qu'on se loupe peu avec une arme à feu. Souvent, les policiers que j'ai rencontrés m'ont parlé du mal du policier, c'est un mot qu'ils emploient eux-mêmes. Est-ce qu'il existe? Je crois qu'on en a parlé en même temps que le mal de la société, le mal des banlieues, le chômage. Je crois que tout ça, c'était lié ensemble. Je crois que c'est lorsque le policier s'est trouvé, on peut dire, en première ligne de la fracture sociale, hein, c'est là où on a commencé à parler véritablement du mal-être du policier. Je crois qu'au-delà de ça, ce qui est inquiétant, c'est justement le fait qu'il parle même du mal du policier. Ça veut dire que n'arrivant plus à se reconnaître dans un état policier compétent, valeureux, reconnu, enfin accepté, eh ben, ils se reconnaissent dans le mal du policier. Et finalement, c'est toujours recherche cette identité, mais du coup dans quelque chose qui est de l'ordre de la maladie. Et c'est pas par hasard qu'aujourd'hui on a des milliers de demandes de départ anticipées. On a des collègues qui partent maintenant avant d'avoir acquis leur total de points retraite. Vraiment, ça n'existait pas. Ce que je constate parfois, c'est que soit effectivement la chose est avouée directement, soit on se réfugie à ce moment-là éventuellement dans des congés longue maladie, et puis les gens se disent bah, finalement ils calculent en se disant bon bah si je vais jusque-là il me restera plus que temps à faire, donc on essaie de trouver un biais d'une manière ou d'une autre de s'en sortir. Donc c'est un peu sauf qui peut. Ce qui est sûr c'est que le malaise il est profond, il est réel, il est important, il est dense et qu'il va falloir s'interroger sur les solutions à trouver parce qu'il y a une nécessité absolue. Si tu veux faire beau là. Voilà, à deux, vous êtes. À deux, parlez-vous. 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Entrez. Camille, 39 ans, revient de très loin. Brigadier chef dans une section motard, il a été victime d'un grave accident de moto. Alors j'ai pas eu votre ordonnance, je n'ai rien eu du tout, donc Vous savez pas du tout ce que j'ai eu. je sais juste que vous avez un problème de voix. Oui, affirmatif. Alors vous allez m'expliquer tout ça. J'ai eu cet accident, la moto s'est bloquée dans une partie rectiligne alors qu'on était à 50 km/h. Et après, pour moi, ça a été le trou noir. J'ai été 13 jours en réanimation. La poche du cœur déplacée, poumon abîmé, omoplate fracturée. Si, j'en ai eu 4, plus cervicale. Et ce qui fait que c'est depuis qu'ils ont été obligés de m'intuber. Et puis la jugulaire m'a abîmé la voix. Je peux pas. Alors maintenant, vous allez refaire le même exercice que moi, mais debout. En gonflant le ventre et en dilatant la poitrine. Et 1. Et 1. Et 2. Et 2. Et 3. Et 3.
Et là, j'ai un peu d'étourdissement. Vous avez vu la mort tout près? J'ai vu la mort. Comme on dit, j'ai vu le couloir. J'ai vu la porte. J'ai voulu m'en sortir parce que je ne suis pas seul. Mais qu'est-ce qui m'a fait revenir? C'est la famille. Ma femme et mes enfants. Et je suis là. Comme on m'appelle, le miraculé. Après sa première cure de désintoxication, Daniel ne touche pas à une goutte d'alcool pendant 9 ans. En juillet dernier, il est nommé commandant d'une brigade criminelle. Il rechute et est victime d'un 3e infarctus. Quand j'ai su au mois de mai-juin que j'avais toutes les chances d'être tombé, je me suis pris un premier verre, qui était absolument dégueulasse, ça je peux vous le dire. Hein. Et c'est arrivé à une vitesse, mais alors phénoménale, en 2 mois de temps, donc il me fallait plus d'un litre de vodka par jour, quoi. Et je me suis dit, je suis arrivé au but que je m'étais fixé. Je deviens le chef, en fait, entre guillemets, de la crime, comme j'ai toujours rêvé de l'être depuis que je suis tout gosse. Et c'est à ce moment-là que je craque. C'est complètement débile, je vais la gueule au mur, quoi, direct. Et comment vous faisiez au travail pour cacher finalement que vous buviez? Oh, je ne sais pas s'ils s'en sont rendus compte, ils vont l'entendre, mais j'avais tout le temps une bouteille de Vittel sur mon bureau. Donc le Vittel étant de l'eau et la vodka étant transparente, ben, je mettais la vodka à la place de l'eau et je prenais des grandes rasades de flotte, alors que c'était de la vodka, quoi. C'est tout bête. Et c'est quoi les nouvelles difficultés de ce poste que vous avez? Ben, ma principale préoccupation, c'est pas perdre d'hommes sur des opérations difficiles. Il n'y a aucune formation. On est tous armés en revolver, 357, et on a à tirer, je crois, 80 à 90 cartouches par an, pas plus. C'est pas assez. C'est nul. C'est nul. Il n'y a pas de préparation psychologique non plus. Les gens ne sont pas préparés. Parce qu'ils ont beau arriver, on boit le café le matin avant de partir, tout le monde se dit, bon, c'est bon, on va y aller, on va y aller, on va y aller, tout le monde se donne du courage. Mais tout le monde se dit que bah, peut-être que ça va se passer, quoi. Et quand on rentre au commissariat, qu'on a arrêté un mec ou deux, qu'on y est arrivé, qu'il n'y a pas eu de blessés, je vais vous dire que là, c'est... relax. C'est gagné. On gagne une fois, on gagne 2 fois, on gagne 3 fois. Mais peut-être qu'une fois, bah, on ne gagne pas. Il y a un grain de sable. Et là, par contre, ça, moi, ça, c'est ce qui me touche le plus profondément. La peur de la bavure. Qu'un des voyous qu'on va arrêter se fasse tuer, bon, accidentellement, ça peut arriver aussi, hein, bon. C'est vrai que je le prendrai sur moi, ça me fera mal. Mais je supporterai difficilement que quelqu'un qui soit sous mes ordres sur une opération que j'ai commandée se fasse abattre. Ça, je crois que c'est un truc qui doit être très très dur à assumer. Après l'accident qui a failli lui coûter la vie, Camille plonge doucement dans la dépression. Depuis, il se bat contre ses handicaps, mais aussi contre le mutisme de l'administration. Bonjour Lionel. Salut Camille. Pour revenir à ton accident, là, bon, a priori, il y avait un blocage de la moto. Voilà. Où en est l'enquête aujourd'hui, l'enquête administrative? Je sais que la moto est partie au SGAP pour être expertisée. Tu as pu avoir accès au dossier? On peut pas. Derrière ton accident, il peut y avoir d'autres accidents avec cette moto. Je pense que tu as peut-être déjà eu des séries de motos, disons, plus ou moins bonnes. Mais cette fameuse moto, c'est des nouvelles. On avait déjà eu des problèmes parce qu'on avait fait un rapport, nous. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on arrive comme les 400, les fameuses 400 Honda, qui a eu beaucoup de blessés et de tués avant qu'on les arrête. Un des problèmes fondamentaux aussi, c'est qu'il n'existait pas, jusqu'à ce jour, des comités d'hygiène et de sécurité dans la police nationale. Et dans le cas de Camille, on voit bien au travers de cet accident de moto, où personne ne peut lui donner le moindre renseignement sur cet accident. Et alors que, bon, on parle des boîtes noires lorsqu'il y a des accidents d'avion, dans n'importe quelle entreprise privée, lorsqu'il y a un ouvrier qui a un accident de travail, il y a automatiquement une enquête.
bien ça, la police nationale, qui est quand même une institution extrêmement exposée, ne bénéficie pas encore de structures d'hygiène et de sécurité viables. Est-ce que tu as déjà entendu parler du syndrome post-traumatique? Non. On t'a aiguillé au niveau de l'administration vers une consultation spécialisée de psychologue Non. Et j'en reviens toujours au même point, c'est qu'on n'aide pas justement le collègue en difficulté. Et il devrait y avoir dans chaque commissariat, comme dont tu parlais, une psy ou quoi qui est à l'écoute des collègues. Le réseau de psychologues, il a été mis en place à partir de 97. Il a été étendu à toute la France très rapidement et on comptait à peu près une psychologue par région. 22 psychologues. Et je crois que le ministère a vraiment conscience des problèmes existants et qu'ils font un effort particulier pour que le réseau soit étoffé. Est-ce que tu revis ton accident des fois? Je le revis, mais pas en dormant. Pas en dormant? Non, non. Je le revois. Je me dis quand même que je reviens de loin. Ouais. Mais je veux pas admettre mon état. Tu commences un peu à faire le deuil de la moto ou t'en es pas encore là? J'ai déjà fait le deuil de ma moto personnelle. Je peux pas faire le deuil de tout. Et ce travail, là, tu commences un peu à le faire, justement de se dire que peut-être que tu ne remonteras pas sur une moto administrative, que tu J'y pense, oui, j'y pense. n'auras plus ce statut de motard, et donc il faudra que tu choisisses, parce que la police, c'est des multiplicités de métiers. Hein, on m'a déjà mis dans un nouveau poste, alors que personne ne m'a interdit de faire de moto. Ouais. Par contre, ça, je l'admets pas. C'est-à-dire, dans quel poste? Brigade accident. Brigade accident. À qui écrivez-vous, Dominique? À ma dernière fille, en même temps à tout le monde, pour ceux qui veulent l'entendre. Et puis, c'est d'ailleurs elle qui chante sur la cassette, là, elle a gagné un karaoké en vacances, dernière. Et j'essaie de faire revivre tout ça. Elle a quel âge, votre fille? 11 ans. C'est pour prendre du galon que Dominique avait rejoint le commissariat de Goussainville. Pendant 4 ans, il vit à l'hôtel et fait la navette entre Paris et le nord de la France, où sa famille est restée. Ces 4 dernières années, je logeais à l'hôtel. Il était 9 par chambre, on se relayait, quoi, le lit n'était jamais froid. Il n'y avait que le couchage qu'on changeait, on prenait un sac de couchage chacun, et puis voilà. Je partais 4 jours, je revenais 2 jours. Et sans compter qu'on a un week-end sur 6, voire 7. Donc ce qui fait que parfois je rentrais à la maison et il n'y avait personne. C'est trop de sacrifices pour peu de choses en fait. On a pris les habitudes pendant 4 ans. Hein. Ma femme seule de son côté avec les 4 enfants, et pas toujours facile. Quelque part je manquais. J'aimerais manquer comme ça maintenant. Donc voilà, c'est parti. 13e jour. Là, on essaye de descendre derrière la tête. Là, et on tire un petit peu en arrière. C'est bien. On va redescendre tout doucement aussi. Pas aucun mouvement brusque, hein. Tout se fait progressivement. C'est raide. Détendez-vous. Vous avez dormi cette nuit? Comme d'habitude, avec beaucoup de réveils, mais je dors quand même, je dors mieux que je dors même. Je suis contracté, mais peut-être que j'ai fait un petit peu trop d'exercice ce matin. Ce matin, vous êtes allé à la salle en bas? Ah mais je m'oblige. Faut savoir lever le pied, hein, parce qu'il faut faire du travail, mais pas trop. Hein, d'accord? Ouais, mais oui, bon, on va essayer. On m'a dit que mon cerveau travaille plus vite que le corps. Alors. Faut pas faire plus que ce qu'on doit faire. Ok. Lui, il va récupérer, lui. Mais il faut. Il faut, mais il y en a d'abord qui ne se battent pas, et d'autres qui n'ont pas envie de se battre. Vous, Camille, qu'est-ce qui vous motive? En premier, Ouais. la famille.
Bravo. Je crois que c'est le plus important. Voilà. Si on s'arrête sur tous les problèmes du travail, eh ben ça va plus dans la famille. Donc la famille avant. Et je pense que dans beaucoup de cas chez des collègues, ils sont trop pris par le travail ou ils font pas attention derrière. C'est tout à fait vrai. Et surtout au niveau, dans la police, il y a un malaise qui est dû aux horaires, qui est dû aux conditions de travail, qui est dû à beaucoup de choses. Et si c'est une des professions où il y a le plus de divorces et de suicides, il y a beaucoup d'explications très simples et très rationnelles. Avec un aménagement de leur profession et une psychologie bien suivie, on pourrait éviter beaucoup de problèmes. Ça, c'est incontestable. Ça fait 38 ans que je suis ici, donc j'en ai vu passer. Et pourtant, ça a évolué. Il y a des progrès, mais il y en a encore beaucoup à faire. Beaucoup, beaucoup. Ça, c'est certain. Au fil des jours, chacun se reconnaît dans le stress du voisin. Insécurité lors des interventions, humiliation face aux injures et horaires atypiques. De cela, ils se plaignent tous. Je suis venu à minuit, 1h, 2h du matin, mais à 5h, il faut et à 5h, il faut être debout. Non, 5h, il faut être présent au service. Il faut être au service, ouais. Et puis des heures supplémentaires, et ben tout le monde en marque. Et donc on arrive à une telle situation que la moyenne est à, actuellement, chez les lieutenants de police que j'ai moi sous mes ordres, est à plus de 220 heures supplémentaires, qui sont irrécupérables. On est en sous-effectif. Un commissariat central comme celui de en tenue, ils sont à moins 30 ou moins 35. Le commissaire central et le directeur départemental font tout ce qu'ils peuvent. Je ne fais pas du faillotage, ils font tout ce qu'ils peuvent pour obtenir du monde. Je sais que sur le 20e arrondissement, on se retrouvait à 10 fonctionnaires de police pour 200 000 habitants. Et la soirée, souvent, terminait à 5h du matin. Et on reprenait à 6h30, donc le même jour. Tout est lié, je veux dire, les horaires, le stress des interventions, les rappels systématiques, etc., etc. Arrive un moment, je veux dire, on ne suit plus. On hésite à s'arrêter parce que ça va systématiquement se répercuter sur des collègues qui seront obligés de venir travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des repos. Alors, on attend, et puis jusqu'au jour où ça craque, et puis que on se retrouve dans des établissements comme celui-ci pour essayer de récupérer un peu, et puis voilà. En ce qui concerne le département de l'Ain, un collectif s'est créé. C'est un ras-le-bol général de nos épouses et époux, et de l'épouse du commandant au gardien de la paix. Tout le monde a écrit. C'est un appel au secours auprès de notre ministre de tutelle, en espérant d'être entendu, évidemment, parce que d'habitude, c'est toujours des coups d'épée dans l'eau. En tant que fille et conjointe de fonctionnaires de police, je ne peux que constater et déplorer le manque d'effectifs. Il est impératif que les pouvoirs publics agissent au plus vite. Tout le monde a le droit à une vie de famille. Une bonne police, c'est une police que l'on respecte et que l'on soutient. Allez, on y va. Alors les enfants, est-ce que vous voulez que papa y reprenne la moto? Oui, mais pas les petites. Pourquoi pas les petites? Parce que c'est avec ça que t'as fait l'accident. Ouais, mais et tu crois qu'avec une autre, ça changera quelque chose? Bah oui. Non. J'ai pas envie. Je veux te montrer la moto, mais qu'il fasse plus d'accident. Pourquoi t'as pas envie? Parce que j'ai pas envie que tu recommences. Ah ouais.
être femme de flic. Il faut accepter les réflexions de l'extérieur qui sont parfois difficiles. Hein, parce qu'on sait que la police n'est pas trop bien vue par tout le monde. Et même les enfants, je leur conseille pas de le dire quand ils vont grandir à leurs camarades. Mon papa est policier, non? Non, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'ils risquent en disant? Ils risquent des coups, ils risquent de se faire taper dessus, ils risquent des choses comme ça. C'est malheureusement la réalité. Il faudra bien le dire, et s'ils en sont fiers, ils n'auront pas peur de le dire et de savoir répondre aux agressions verbales. On va pas en progressant. Et c'est bien dommage. Oui, il faut les préparer. Pourquoi être déçu? Parce que on n'est pas proche des gens comme on devrait l'être. Maintenant, la police est plus une police de répression que de prévention. Maintenant, il y a des statistiques qu'il faut ramener, il faut qu'il y ait tant de PV, et s'il n'y en a pas assez, eh ben, le fonctionnaire se fait réprimer, et moi je n'admets pas ça. Il faut verbaliser, mais il faut verbaliser intelligemment, et pas pour ramener pour ramener, comme on dit, plein de PV à la fin de journée. Voilà. Et oui, faire de l'argent. Mais bon, l'État en a besoin. Allez, autant bien, on descend, on descend. Allez, tout en marchant. On prend la planche, voilà. On immerge dans le complètement. Vertical. Ça fait au moins 2 ans que je suis pas allée chez le coiffeur. Là, comme je me sens mieux, j'ai eu envie de changer. Et quand vous regardez dans la glace, c'est une autre Véronique déjà ou pas encore? J'ai déjà changé, ouais, c'est déjà une autre personne. Je commence à aller un petit peu mieux déjà. Le premier pas en avant, quoi, c'est le physique déjà. Quand on commence à s'occuper de soi, c'est déjà un grand pas. Et vous vous aimez de nouveau? Pas encore, mais ça commence un peu plus qu'avant. Main à la taille. Et on va faire des rotations. Allez, on en fait 30. Hop. Ici, on est dans un petit cocon. J'aurais pas voulu, jamais accepté d'aller dans un hôpital ou une clinique pour me faire soigner parce que, en tant que fonctionnaire de police, on est montré du doigt. Encore un qui, entre guillemets, pète un plomb. C'est très important d'être entre collègues, entre fonctionnaires de police, parce que qui peut mieux comprendre le malaise d'un policier qu'un policier lui-même, ouais. Je me sens pas encore prête à partir, puisque je suis prolongée par le médecin. Parce qu'une dépression, ça ne se soigne pas en 2 mois, surtout quand on accumule depuis des années. Et donc je pense qu'il va falloir un certain temps avant que je reprenne le travail sur la voie publique, si l'administration veut bien me réintégrer dans mon service. Véronique a décidé de demander sa mutation en province pour obtenir une meilleure qualité de vie et repartir sur de nouvelles bases. Moi, j'ai envie que papa Viens là. Non, tu restes Allez, ici. allez, c'est toi le chef, hein, quand papa est peur. Tu veilles sur les 3 filles, d'accord? Papa, tu sais, je pleure moi parce que je sais que tu vas bien. Allez. Faut comprendre. Mais soyez sage avec maman. Camille est toujours en arrêt maladie et ne sait pas quand ni dans quelles conditions il reprendra son travail. Dominique a rejoint le commissariat du nord de la France où il avait été muté juste avant de partir au Courbat. Quant à Daniel, il a repris son poste de commandant avec la ferme intention de dire toute la vérité à ses hommes. Et tous savent qu'une fois passé ce portail, ils seront happés de nouveau par le silence, à moins que leurs paroles ne délient d'autres langues.
Marie-Monique Robin, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi ce centre vous a-t-il ouvert ses portes? Je pense qu'il a ouvert ses portes parce que le directeur l'a voulu. Parce qu'il voulait que la souffrance des policiers qu'il voit défiler depuis 20 ans sorte des murs du Courbat. Alors, ça ne veut pas dire que c'était facile de les convaincre de parler. Hein. Dans la police, c'est un petit peu comme dans l'armée, c'est la grande muette. Il n'y a pas vraiment une tradition de communication, c'est moins qu'on puisse dire. Et certains d'ailleurs justifiaient leur refus de témoigner par leur devoir de réserve. Est-ce que la hiérarchie était au courant? Non, le ministère de l'Intérieur n'était pas au courant parce que donc, le centre est géré par une association d'obédience syndicale et échappe donc au ministère de l'Intérieur. Alors, les paroles qu'on a entendues sont d'une rare lucidité. Vous attendiez à cette lucidité, à ce courage? Non, j'ai même pensé plusieurs fois que le film ne pourrait pas se faire parce qu'en fait, ça s'est construit petit à petit, un personnage arrivé, il a accepté de parler. Bon, les 4 qui sont dans le film, à partir du moment où ils ont accepté de parler, ils l'ont vraiment fait avec tout leur cœur parce qu'ils voulaient justement que leurs paroles servent à d'autres et qu'elle ouvre les vannes de la souffrance policière. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'ils ont parlé. Alors, il n'empêche qu'il y a certaines choses qu'ils ont eu beaucoup de mal à formuler devant la caméra. Par exemple, très nombreux sont les policiers qui m'ont dit qu'ils ont commencé à déprimer le jour où on leur a craché dessus. Donc c'était l'élément déclencheur. Hein. Oui, tout à fait. Et chez la plupart? Oui, oui, chez la plupart, ils parlent beaucoup de ça, du crachat. C'est plus qu'une humiliation, c'est plus qu'une blessure, c'est un vrai déni de leur fonction de policier et au-delà de ça, de toute leur personne. Et donc c'est pour ça que c'est très dur à formuler devant une caméra. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans ce reportage parmi les paroles que vous avez entendues? Alors, il faut dire d'abord que moi, j'étais plutôt portée à m'intéresser aux bavures policières, a priori, qu'aux états d'âme des policiers. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, ce qui m'a frappée, c'est leur idéalisme. Il y a beaucoup de policiers qui ont choisi ce métier par idéal. Et ils ont une vraie vision d'une police, vraiment, qui vient secourir la population, une police républicaine. Et c'est justement ce décalage entre la réalité et leur idéal qui fait qu'ils souffrent. Alors, la deuxième chose qui m'a beaucoup frappée aussi, c'est que petit à petit, je me suis dit, ce film me concerne parce que par un jeu de miroir... Parce que c'est le reflet de la société d'une certaine façon, c'est ça? Voilà, parce que par un jeu de miroir, il me renvoie aux dérives et au dysfonctionnement de la société, et ça nous concerne tous. Leurs paroles nous concernent tous, vous et moi. Marie-Monique Robin, merci.